Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de Vinland Saga saison 2. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une critique de la saison 1 et ce qu'il fallait surtout retenir, je pense, de ma critique, c'est que j'avais vraiment des craintes, des appréhensions par rapport à une deuxième saison, dans la mesure où Askeladd, personnage le plus intéressant de la série, a connu le trépas. Donc, comment ça pouvait poursuivre et qu'on ait le même niveau d'intérêt. Et j'avais raison d'avoir cette appréhension. Donc, on va y aller justement avec cette appréhension principale, histoire, personnage, et aussi parler de qualité d'animation parce qu'il y a des choses à dire. Et aussi, comme toujours, commenter les 10 génériques et je vais spoiler à fond la caisse, donc vous êtes prévenus. Mais bon, ceux qui connaissent la chaîne savent que généralement, j'aime bien donner des exemples de ce que j'avance parce que c'est ce que j'aime voir sur le web et je donc livre la même chose. Donc, Askeladd n'est plus de ce monde, mais la série sait que c'est justement un très grand manque et un peu la manière de Steins Gate qui va nous ramener Kirisu de diverses façons. Steins Gate 0, Vinland Saga saison 2 va faire pareil. On va le revoir, même s'il est décédé, via littéralement des reprises, des flashbacks, qui sont vraiment juste, on a repris la première saison des segments avec Askeladd et on vous les remet là. Des hallucinations, quand Thorfinn est éveillé, quand il dort, ou parfois juste aussi d'autres petits mécanismes où on entrevoit très brièvement Askeladd. Donc au final, on le voit plus souvent qu'on se serait attendu à, et mine de rien, quand il apparaît en tant que spectateur, c'est un peu comme on se réveille. Oh, Askeladd, j'adorais ce personnage. Comme si tout ce qu'on avait dans cette deuxième saison-là n'y arrivait pas à la cheville. Redisons-le, Askeladd était charismatique, énigmatique et un personnage très nuancé. Et il n'y a aucun personnage, je trouve, dans cette deuxième saison-là qui présente ces trois caractéristiques. Ils lui sont tous inférieurs, donc forcément, l'intérêt est vraiment moindre. Et aussi, ce que je trouve dommage, c'est que vu qu'on le ramène, ça vient un peu... C'est un seinen. Donc, techniquement, ça vient traiter d'enjeux pour adultes, si on veut, ou du moins s'en rapprocher un peu plus. C'est pour un public plus adulte. Et ce qui est vraiment fort dans une fiction, c'est quand le décès d'un personnage nous laisse presque autant sur la touche que le décès d'une personne réelle. Parce que, avec la mort, c'est que c'est la fin de tout. Cette personne-là ne pourra pas créer des nouveaux souvenirs avec nous. C'est fini. Là. Tout ce qu'on peut avoir, c'est des souvenirs et autres. Et j'espérais que ça soit à peu près la même chose pour Askeladd, que vraiment, on puisse ressentir ce vide-là. Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Mais non. Finalement, on voit le personnage à nouveau en action, même si c'est pas vraiment lui, mais n'empêche, il y a quoi se mettre sous la dent assez souvent. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus audacieux de n'avoir à peu près rien. Surtout que ça arrive très fréquemment. Et au début, je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a comme une espèce de parallélisme à faire, c'est-à-dire que justement, nous, spectateurs, on vit notre deuil d'Askeladd comme Thorfinn, et ensemble, on va surmonter ce deuil-là. Et on dirait bien que surmonter ce deuil-là, c'est la première partie, si on veut. Mais, passer cette première partie, lors de son duel contre Ebi, Askeladd débarque comme une espèce de guide fantomatique que Thorfinn s'imagine probablement. Là. Donc, cette hypothèse-là, finalement, elle s'effondre. Et c'est dommage. Alors, finalement, on dirait juste qu'ils se sont dit, faut savoir réveiller le spectateur, on va mettre Askeladd là. D'autant plus que je trouve que le moment le plus intéressant où on invoque le personnage, c'est quand il apparaît presque pas. Il y a un léger, très léger flashback quand il interpelle Thorfinn quand il est en train de tuer les gardes, pour illustrer que Thorfinn se souvient de ce moment-là et qu'avec sa discussion avec Einar, il a pardonné à Askeladd parce qu'il comprend mieux l'ensemble de la chose, même si c'est toujours, bien évidemment, nuancé. Et à mon avis, c'était le moment le plus intéressant où Askeladd on en parlait. Beaucoup plus intéressant que le passage dans le Valhalla du rêve de Thorfinn. Beaucoup plus intéressant que lorsqu'il affronte Ebi puis que ce dernier apparaît. Donc, il y a ça que je trouve un peu décevant. C'est un peu un aveu de justement, et on embarque sur le sujet que les autres personnages de cette saison n'arrivent pas à la cheville d'Askeladd et de loin. On peut commencer par Einar, qui est le deuxième protagoniste à égal temps, on va dire, à Thorfinn. Et je comprends un peu l'idée du personnage. Thorfinn a une vie de guerrier rocambolesque.
Enor une vie beaucoup plus simple, et en ce sens-là, ils vont se compléter, apprendre un peu l'un de l'autre, mais surtout plus Thorfinn apprend de Enor. Mais Enor, si j'avais à vous le décrire, hein, c'est un chic type gentil, et qui éventuellement, hein, surprenamment, alors qu'il avait vraiment pas l'air d'avoir aucune compétence particulière pour le combat, finalement encaisse très bien. Bon. Et voilà. Ça résume à peu près le personnage. Il n'est pas spécialement inintéressant, mais il n'est pas spécialement intéressant non plus. Et ça va être le cas, je trouve, de beaucoup de personnages dans cette deuxième saison, les nouveaux personnages du moins. Dans le sens où, si on y va par exemple avec la famille Keatil, Centre, là, le vrai maître des lieux, encore une fois, pas très développé comme personnage, au point tel que quand finalement, lui qui était si gentil devient finalement beaucoup plus violent, ben je trouve qu'on n'y croit pas beaucoup ou que c'est insuffisamment amené. Il fait quand même un 180 et avec ce qu'on a, je sais qu'on est un peu sur l'histoire de son passé, expliqué pas par lui mais par son père, c'était un peu insuffisant je trouvais pour vraiment qu'on comprenne ce deuil-là. Et c'est d'autant plus dommage parce que si, rapidement, parce que quand même Arnith est un peu lié à Keatil, on a passé tellement de temps sur Arnith et sa relation avec Gador, tellement... Il n'y avait plus place vraiment à l'imagination, tellement que c'était très très long, et même à la limite pas très crédible que Gador survive aussi longtemps en dépit de blessures tant graves, et que ça lui prenait des plombs de mourir pour vraiment juste, on dirait, accentuer fois 1000 le drame, alors que ce temps-là, on aurait dû le mettre peut-être pour d'autres personnages à mon avis. Le père de Keatil est plus intéressant, parce qu'il est dans l'archétype du vieux sage, qui est comme lui permet de bien se définir, qu'on le comprenne bien, et c'est un archétype quand même toujours, je trouve, agréable. Ensuite, il y a les fils de Keatil qui se décomplémentent les uns les autres. Je m'explique. Olmar, en fait, les deux représentent, si on veut, les deux facettes de Thorfinn. C'est bien, mais Olmar, hein, il veut être un grand guerrier, mais il le sait bien qu'il n'a pas l'étoffe, et le temps que ça lui prend comprendre ça, c'est assez long, en dépit de tous ces échecs lamentables. Je sais pas, c'était presque pas crédible qu'il soit à ce point-là aveugle, mais regarde, il se ment lui-même, ça va, même si c'était très longuet. C'est plus son frère Thorkil qui est une véritable machine à tuer et qui semble très pragmatique, très terre-à-terre, et qui croit toujours que son frère peut peut-être devenir un grand guerrier, que lui s'aveugle à ce point-là, on n'y croit pas tellement. Quand Olmar s'est fait provoquer par des voyous engagés par le roi, et qu'éventuellement Thorkil le reprend et dit le motive à aller se battre et qu'il se relance. Si ça n'avait pas été préparé, l'autre aurait tué Olmar très aisément. Donc, je peux pas croire que Thorkil pensait que son frère allait l'emporter. Et j'ai de la misère à croire aussi qu'il allait simplement l'envoyer à sa mort, disant comme hey, t'es courageux et puis il est mort. Ça me semble un peu vain, pas trop dans l'esprit du personnage, je sais pas. Donc, que Olmar soit aveugle à ce point-là de ses compétences, ok, mais à la limite, il est tellement pourri qu'on a de la misère à le croire, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire le déclic. Mais que son frère, beaucoup plus allumé, le fasse pas, ça j'ai un peu de misère à y croire, honnêtement, c'est un peu surréaliste. Par contre, quand éventuellement les deux se font face, l'un plus chétif et l'autre grand, mais que Olmar a enfin plus confiance en lui, c'était, je trouve, un beau moment malgré tout. Et on peut brièvement parler de Thorkil, personnage qu'on pourrait bien apprécier, mais qui, et on pourra peut-être en parler au niveau du scénario, là, mais quand finalement il a à sa merci Canute, et il dit « Hey, j'aimerais bien continuer à jouer avec toi, mais je n'ai pas le temps. » Et disant ça, il perd le temps, il se fait finalement interrompre. Honnêtement, c'est pas parce que tu dis cette phrase-là que ça vient excuser ça vient comme anéantir le trope de l'ennemi qui prend trop de temps avant de gagner. Là. C'est un petit peu débile. Aussi, il faut le soulever. Il se fait transpercer la main, le poignet en fait, au complet par une assez grosse épée. Là. Dans notre monde à nous, c'est une blessure qui prendrait des mois à guérir. Dans leur monde à eux, ça doit être encore pire. Or, on dirait que le surlendemain, ou 2 jours après, que ça va, là, il peut à nouveau se rebattre avec son arme. Je sais pas. On n'est pas dans Bleach.
Hein, c'est censé être un univers réel. Donc, il y a ça qui, je trouvais, jurait un petit peu. Ensuite, on peut parler de... je l'ai parlé rapidement, là, mais Arnhith, je comprends un peu qu'elle sert de leitmotiv pour Enar et Thorfinn, mais c'était trop de drame pour trop de drame, je trouvais. Ça prenait trop de temps. Je sais pas, j'ai pas... D'autant plus que Gadar, avec ce qu'on voit, par exemple, Ebi est surpris que quelqu'un d'aussi fort que Thorfinn soit un esclave, dans la mesure où, doué comme il est, s'affranchir serait chose aisée. Un peu la même chose pour Gadar. On dirait bien qu'il est esclave depuis un bon bout de temps, mais vu ce qu'il est capable de faire, c'est un Terminator, on se dirait bien que c'est un peu étrange que ça ait pris autant de temps que ça pour qu'il se libère. Donc, j'ai pas trop... c'est juste, encore une fois, c'était long et poussif. C'était surdramatique, à mon avis. On était vraiment trop dans le mélodrame, à mon avis. Maintenant, on peut parler du personnage le plus intéressant, je pense. C'est Ebi, parce qu'il s'inspire le plus d'Ascalade. La série va même ouvertement nous le dire, comme si c'était comme pour nous inspirer de ça. Il est un passé mystérieux, bon en combat, un être quand même gris, nuancé. C'est bien. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'on dirait qu'on l'a un peu abruti à un moment donné pour les besoins du scénario. C'est-à-dire que tout le passage avec Gadar, à un moment donné, il y a sa négligence à lui, ou du moins sa surconfiance que les choses vont bien se passer. C'est un peu ridicule. Tu sais, au début, il dit à ses hommes, vous le pistez, mais vous faites rien. Finalement, ils font pas ça, et un d'entre eux meurt. Éventuellement, capturé. Et là, Arnhith se présente, puis là, finalement, Ebi décide de s'éclipser, laissant aux soins ses hommes de veiller la situation. Résultat, sans surprise, ils échouent encore et 5 d'entre eux, je crois, se font tuer. Mais durant toutes ces péripéties-là, il sait bien que Enar était tenté d'aider Arnhith et Gardar. Alors quand on lui avertit que Thorfinn et Enar s'en vont parler à Arnhith, j'ai bien la misère à dire son nom, et il dit, c'est correct, laissez-les parler. Sérieusement, là, t'es-tu négligent à ce point-là, alors que c'est un personnage intelligent, c'est vraiment étrange. Et sans surprise, tout ceci permet de tenter une tentative d'évasion pour Gardar. Il y avait ça, je le trouvais vraiment bête là, pour le coup. Mais demeure quand même le personnage le plus intéressant parce que plus énigmatique, j'aurais voulu en savoir plus sur lui, mais en même temps, c'est bien cette petite part de mystère. Va-t-il revenir dans le récit? Je ne sais pas, mais c'est vraiment le meilleur personnage, à mon avis, de cette deuxième saison. Ensuite, on va peut-être embarquer avec l'histoire en parlant de Thorfinn et de Canute. Donc, Thorfinn, je l'avais pas beaucoup aimé dans la première saison parce qu'on sait où ça s'en va et c'est un peu long s'y rendre. La même chose ici présente, c'est un peu long. On le comprend qu'il va aller vers là où son père voulait qu'il y aille. Donc, on peut dire que c'est beau. Il est finalement au stade que son père voulait qu'il soit. Mais c'est long pour y arriver. C'est quand même 24 épisodes. Je veux dire, des fois, je me plains souvent que les choses vont trop vite. Ça va un peu trop lentement, à mon avis. Surtout que le cheminement n'est pas de ouf. Il passe de c'est un esclave, il tue plus des gens, là, à juste se dire comme bon, faudrait que j'essaie de bâtir un monde sans esclaves. Et je vais être pacifique au passage. Ok. Je pense pas qu'il fallait un énorme raisonnement pour ça. Et arrive la confrontation avec Canute. Il y a tout le conflit qui a émergé, etc. La situation semble quand même impossible à désamorcer. Mais Thorfinn veut quand même rencontrer Canute pour tenter de régler ça. Et là, on se dit, ok, on a hâte de voir cette évolution-là. Il va être non violent. Ebi, ça a plus ou moins marché. Probablement qu'il va utiliser son intellect. Là. Il va réussir à faire la médiation de fou pour réussir à désamorcer le conflit. Et en passant, on peut le dire, là, Thorfinn a passé environ, je pense, 4 ans sans vraiment se battre. Et à un moment donné, quand il se bat contre les retainers, j'ai juste le terme en anglais, là, mais comme c'est pas des gens qui travaillent sur la ferme et qui ne sont pas des esclaves, il brille pas par sa capacité à vraiment bien encaisser les choses. Il est encore un peu sous dépressif, etc. Mais bon, il brille pas par comme hey, je suis encore un guerrier et j'ai des bons réflexes, ok? Mais qu'après coup, face à Ebi ou face aux hommes de Canute,
Que comme, ah non, finalement, même 4 ans sans m'être battu, là, je suis pas rouillé, on dirait bien. Ben, j'y crois pas trop, là, mané. C'est un seinen, à mané. Faut avoir... Faut éviter des espèces de... Le scénario de le plus solide, hein, c'est pour des adultes. Et je trouvais que c'était un peu une faille qu'il soit pas rouillé à ce point-là. Que j'aurais aimé ça justement qu'ils disent que bon, ben pour ma voix, il faut quand même que je sois un bon guerrier, mais guerrier pacifique et qu'il s'entraîne. Mais là, il n'y a pas ça. Il est juste comme toute ma vie, je me suis battu et maintenant, ben c'est resté en moi. C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Je suis pas d'accord. Mais bref. Donc, il rencontre Canute. On s'attend à quelque chose de fou. Et finalement, du tout. Hein, c'est simplement hey, peux-tu ne pas envahir la ferme? Je vais l'envahir. T'es vraiment sûr? Oui. Ben, je vais m'enfuir. Voilà. C'est juste ça, sa réponse, sa philosophie, c'est comme dire... Et le pire, c'est que ça va fonctionner. Hein? Canute, devant une telle naïveté, devant une telle bonté, si on veut, va comme... Ça va faire ressurgir en lui ses bons idéaux et finalement va redevenir meilleur. Mais l'enjeu, c'est que Canute avait ce côté pragmatique, si on veut. Il n'était pas forcément méchant pour être méchant, mais c'était le côté pragmatique des choses. Hein? Je veux dire, le gars, il a assassiné, il a fait empoisonner son frère, qui n'allait probablement pas être un obstacle, mais il s'est dit quand même, au cas où, je vais le faire tuer. Et que toute cette conviction-là pragmatique soit défaite par Thorfinn qui fait juste dire « Ouais, ben, moi, je veux pas me battre absolument, je vais fuir et je vais réussir à le bâtir mon monde, hein, sans esclaves, sans guerre, etc. » sur la base d'un vœu tout à fait pieux. Cette vision-là, elle est vraiment résolument trop naïve. Et que quelqu'un comme pragmatique comme Canute y adhère, j'ai beaucoup de misère à le croire. Ça vient un peu ou plus le. Tu sais, avant, c'était comme un connard d'avoir tué son frère. Ben, c'est un peu un idiot maintenant de juste comme ah ouais, ben j'ai tué mon frère, hein, j'étais très pragmatique, mais finalement, bon, on va y aller gentiment. Ouais, après coup, ça pourrait marcher, hein. Et le récit semble nous laisser dire que ça fonctionne. Qu'il fasse ce 180 ou ce 90, juste parce que hein, Thorfinn lui dit ouais, ben veux-tu arrêter? Non? On va parfait, moi je m'en vais, je voulais juste comme tenter quelque chose qui. On se demande pourquoi hein, elle allait réussir et fonctionne. Et encore une fois, le problème, à mon avis, c'est que c'est un seinen. Hein? On est censé avoir un scénario quand même profond. Et là, tout ce qu'on a, c'est une vision pacifique, vraiment trop naïve, qui ne fonctionne pas. La série elle-même nous en a fait la démonstration à travers sa première saison. Hein, on peut bien louanger Thors, mais face à Ascalade, est-ce qu'il y avait une solution où personne ne mourrait? Ben non. Hein? Il a réussi à avoir un compromis au mieux, mais c'est quand même fait tuer. Hein? Parce que la personne en face de lui, c'est amadoué. Et de la même façon, Ascalade, à la fin de la première saison, hein, face au roi Swain, hein, est-ce que il aurait demandé ouais, peux-tu ne pas envahir mon royaume, ben, mon patelin natal, et peux-tu ne pas tuer ton fils? Non. Hein? Il n'allait pas le faire. C'était une raclure en face de lui. Il n'y avait pas matière à négociation. Ou si oui, de façon plus habile que ce que Thorfinn a fait. Avec Thorfinn, il n'y avait pas de négociation. C'était juste comme hey, peux-tu ne pas le faire, s'il te plaît? Et Ascalade n'a pas eu le choix. Il a dû avoir recours au meurtre, à la violence, pour atteindre ses objectifs. Et c'est là que vraiment, Thorfinn, c'est une vision vraiment trop naïve. Il n'y a rien à saluer là-dedans. On s'entendait à genre un revirement de situation de fou qui s'est développé, puis que oui, il démontre qu'en étant non-violent, ça peut fonctionner, mais finalement, pour que ça fonctionne, il faut simplement que les personnes en face de lui ne soient pas vraiment méchantes. Et c'est là que c'est peut-être plus le reste de la série qui va être intéressant, justement, voir comment est-ce que sa vision peut fonctionner réellement, mais sur la base de ce qu'on a vu jusqu'à présent, ils vont juste forcer la donne. Hein. Ils vont toujours rencontrer des gens qui sont comme ah ben ouais, hein, finalement oui. Comme si les êtres humains étaient intrinsèquement bons, mais c'est pas vrai. Hein. Désolé, mais c'est ça. Et c'est là que c'est dommage. Hein. Je voyais des gens qui disaient que comme ah, Vinland Saga saison 2, waouh, mais quelle belle évolution de Thorfinn. Non. C'est une évolution qui, à mon avis, est irréaliste. La saison 1 était beaucoup plus mature. C'est ça qui est drôle, hein, comme dire ah, Vinland Saga saison 2, hein, il n'y a pas de temps de bataille, c'est plus mature à cause de ça.
il y avait des choses qui étaient dites à travers la première saison, à travers la guerre. C'était beaucoup plus profond, à mon avis, que ce que cette saison 2-là a voulu nous offrir. Encore une fois, l'évolution de Thorfinn vers ce quoi ça tend. Quoi? C'est tout? Tu fais juste Gandhi, mais quand les adversaires ne te laisseront pas fuir, t'emprisonnent, tu vas faire quoi? Continuer à être non-violent et mourir en prison? C'est un peu débile. Et ouais. Donc, c'est pour ça que Vinland Saga saison 1, assurément, chef-d'œuvre à mon avis. Mais avec saison 2, là, et l'anime n'aide pas du tout. Dès qu'on est en plan rapproché, c'est globalement beau. Les scènes d'action sont bien faites. Mais sérieusement, dès qu'ils le peuvent, quand c'est du plan éloigné, il y en a quand même beaucoup. Les visages sont d'une laideur incroyable ou pas du tout détaillés. Et encore une fois, c'est pas des fois dans l'ordre du détail qu'ils se disent les gens ne le verront pas. Je veux dire, regardez ce plan avec Leaf. Que voulez-vous que je regarde sauf lui? Il y a juste ça. Il n'est pas à l'arrière-plan. Oui, il est en plan éloigné, mais c'est lui que je suis censé regarder. Et c'est dégueulasse. Et ça va arriver tellement fréquemment. Je trouve ça vraiment dommage. De mémoire, c'était pas comme ça dans la première saison, mais là, clairement, Mappa a moins de budget et ça transparaît beaucoup. Et c'est vraiment dommage. Vraiment. Un carton jaune-rouge là-dessus. Et on peut conclure avec les deux génériques. Donc, le premier générique, j'aime bien la musique. C'est sûr que je vous avouerai que c'est un style qui fait moins japonais. On aurait dit plus une musique de style pour des trucs occidentaux, comme par exemple, je pense à Arcane, la série de League of Legends, peu importe. Mais la chanson est quand même agréable à l'oreille. Au niveau du visuel, c'est bien, mais c'est pas particulièrement enlevant. On notera aussi que la saison, ce générique montre Ascalade et aussi Thorkel et les autres, là, mais il n'y avait pas grand-chose de si invocateur dans le vent comme ça. Le deuxième générique, la musique est moins enlevante, mais visuellement, c'est beaucoup plus agréable. Hein, on voit Ebi en action, ça pue la classe, la même chose que Thorkel. Thorkel, effectivement. Et la métaphore avec Thorfinn et les cadavres, c'est vraiment visuellement parlant, c'est beaucoup plus riche. Hein, la séquence à la fin avec d'une plage à une autre, avec Thors et Thorfinn, ça le fait beaucoup mieux. Visuellement parlant, je l'ai beaucoup mieux aimé que le premier générique. Maintenant, les génériques de fin, je garde les deux quand même en bon souvenir. Ils ont réussi à pas être invincibles de mon souvenir. Donc, en soi, je salue. Je pourrais pas vraiment vous en dire plus parce que c'est quand même un générique de fin, donc c'est ça qui est ça. Mais quand même. Donc, ceci conclurait cet avis quand même plutôt long sur Vinland Saga saison 2. Donc, honnêtement, mon bilan, c'est que je suis déçu. Vraiment, on m'avait promis quelque chose de ouf. Et finalement, ben, à la fin, c'est juste niais, honnêtement. Des trucs qui ne sont pas des CNN, comme par exemple Code Geass. Attention, spoiler pour cette série-là. La conclusion, le plan du héros pour réussir à faire la paix, à mon avis, était beaucoup plus recherché, beaucoup plus mature que ce qu'on a eu ici. Encore une fois, je ne comprends pas comment Thorfinn peut juste réussir à quoi que ce soit. À la nature humaine, il y a toujours quelque chose qui va vouloir abuser du pouvoir. Comment est-ce qu'on règle ça? Est-ce qu'il fait juste référence à une société démocratique sans guerre à esclaves? Il faut une forme de... C'est peut-être à quoi il fait référence, mais à un moment donné, il faut être prêt à se salir les mains. Juste fuir tout le temps, comme si on fait un parallèle avec notre monde, contre les nazis, ça n'aurait pas fonctionné. Et en ce moment, face à Vladimir Poutine en Ukraine, ben on abandonne le pays et voilà. Félicitations, il n'y a pas eu de guerre, mais on a perdu notre territoire. Et l'ennemi, le comprenant, fait comme, c'est bien facile d'envahir, on va continuer. Ils vont juste continuer à abandonner leur terre. Bref. Donc, ceci conclut mon avis sur Vinland Saga saison 2. Décevant, à mon avis. Décevant. Mais vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris? Si oui, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante,
Il y a la série que je ne connaissais pas, mais qui chez buzzait un petit peu, Hell's Paradise, que j'ai complété. Et ben, je vais en parler parce que je pense que ça en vaut la peine et que c'est une vidéo facile à faire aussi. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 船でいつでも船を出せるようにしておくぞ。無理はするな。無理はするな。